Danielle Asper n'a pas pu nous rejoindre sur cette date, mais elle est là en visio. Peut-être on verra ton visage enfin, voilà. Bonjour, Bonjour. merci d'être là. Tu vas en fait clôturer cette journée qui a été très riche, hein, puisqu'il y a eu les interventions le matin, mais tu connais le programme de la NLCI, le diagnostic de Josiane Dupont, puisqu'il Au faut aussi qu'elle te... travail. Voilà, bon travail. Les témoignages très intéressants qui ont questionné d'ailleurs ce mot illettrisme, hein, de Cathy et de Laurence, qui ont un peu expliqué leur rapport par rapport à tout cela et leur parcours. Et puis on a eu 3 ateliers qui nous ont permis de ne pas nous endormir après la pause déjeuner. Et donc un atelier avec l'intervention de Thomas Lecourt d'Emmaüs Connect, également Dany Janico qui nous parlait de comment on pourrait, comme on apprend à marcher, parler, lire et écrire aussi, en trébuchant. Et puis le troisième atelier qui était sur du coup la médiation à partir des jeux qui étaient pilotés par Josiane. Et donc là, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir t'écouter, nous présenter comment fonctionnent ces lieux que sont les centres ressources illettrisme dans certains départements, dans des régions aussi, qui sont des lieux qui accompagnent toutes ces initiatives-là et mettent à disposition des ressources. Et puis nous montrer aussi toute cette diversité. Donc je te laisse la parole et puis je te ferai peut-être le rappel du temps quand ce sera nécessaire. On ne va pas hésiter. Merci beaucoup, Jean-Rémy. Alors, bonjour à toutes et tous. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes nombreux, puisque j'ai pu balayer la liste des participants. Donc, il y a vraiment une diversité, c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a du monde, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc, bravo, malgré les intempéries. Donc, bravo encore. Voilà, donc je vais partager un petit diaporama. À un moment donné, on pourra même regarder une vidéo et puis j'espère qu'on aura assez de temps pour éventuellement échanger et avoir quelques questions si besoin. Donc, alors, ah, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, du coup, pour l'instant, je ne peux pas partager mon écran. Si Monsieur Gatinois m'entend. Ah, ça y est, c'est bon. Merci. Donc, je vais ici parce que normalement, voilà, c'est ça que je veux. Bah, parfait. Voilà, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Danielle Asper, je suis la directrice du CRI, le Centre Ressources Illettrisme Auvergne, où nous sommes une petite équipe de 5. Et je suis également la présidente du mot barbare RNP-CRIA, le réseau national des professionnels et des centres ressources illettrisme et analphabétisme. Alors, est-ce que ça marche comme ça? Je regarde, mais non, il faut que je le bouge comme ça, voilà. Donc, on est parti sur l'idée qu'on revenait sur, bon voilà, qu'est-ce qu'un CRI, un centre ressources illettrisme? Eh bien, face à la multiplicité des acteurs intervenant auprès des publics et des problématiques qu'ils traitent, la question de la structuration d'un réseau de terrain et du soutien à leur apporter s'est concrétisée par la création de centres de ressources illettrisme et analphabétisme, les CRI ou les CRIA. Ils ont, dès la fin des années 80, entrepris d'outiller, d'animer et de mobiliser les structures qui agissaient à l'époque auprès des publics pour répondre à leurs besoins techniques, pédagogiques et aussi leurs besoins de synergie. Peu à peu, sur la base d'initiatives locales, des structures ont émergé au niveau départemental et régional. Les CRIA se développent ainsi de manière inégale selon les territoires. C'est vrai que dans les dernières années des années 2000, entre 80 et 2000, ça a été des créations qui ont été très diverses, très, j'allais dire, disparates, oui, mais c'est pas forcément hétérogène, en tout cas, voilà, c'est peut-être le mot qui convient, puisque les structures porteuses de ces CRI pouvaient être très différentes. On pouvait avoir l'AFPA, on pouvait avoir l'éducation nationale, on pouvait avoir des grosses associations ou alors directement des associations qui s'appelaient CRI, donc une diversité de propositions. Chaque centre actuellement est libre d'exercer les missions qu'il souhaite parmi la grande pluralité des actions de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme.
et sans qu'il tienne lieu de label ou de cadre légal contraignant, un canevas national qui a été actualisé en 2017 a été proposé par la NLCI au CRIA afin de poser les bases de pratiques et de missions communes. Donc, en gros, les missions socles, on va dire, si on veut les résumer, d'un centre ressources illettrisme, c'est un espace d'animation à vocation territoriale. Voilà, alors tout dépend des niveaux. On y reviendra, on regardera une cartographie. En vue de contribuer à l'amélioration des actions de prévention et de lutte contre l'illettrisme, il a pour mission principale l'appui pédagogique et technique à tout acteur de la lutte contre l'illettrisme et de la prévention de l'illettrisme. En accord avec ses financeurs, son action pourra être étendue à l'ensemble des problématiques linguistiques, voilà, l'illettrisme, auquel on peut ajouter l'alphabétisation, le français langue étrangère, selon divers critères, on y reviendra. Actuellement, ce qu'on trouve dans le canevas qui est signé entre l'ECRI et la NLCI, c'est quatre grandes missions, alors qui sont beaucoup plus détaillées, mais sur la diapo, voilà, je me suis permis de mettre les grands intitulés. Ça permet tout de suite de prendre la mesure un peu de ce sur quoi on est censé travailler, comment on peut mobiliser et comment on organise ces ressources, puisqu'on s'appelle centre ressources. Donc, dans un premier temps, dans une première partie, quelque chose qu'on nomme l'information de tout public. Quels que soient les publics qui nous sollicitent, l'idée c'est vraiment de pouvoir répondre et de pouvoir répondre de manière globale quand on dit le grand public ou de manière peut-être plus précise quand on va accompagner ou quand on va travailler avec des personnes qui sont des professionnels ou des bénévoles, en tout cas des gens qui ont de l'expérience, là qui vont nous demander bien sûr d'autres choses qu'une information sur mais quand vous dites illettrisme, qu'est-ce que c'est ? Et pour informer le grand public, plusieurs canaux sont possibles, plusieurs temps sont possibles. On est encore dans le cadre des JNAI, hein, même si on a dépassé un peu le mois de septembre, mais des journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et on a aussi cet outil intéressant qui est le numéro vert. Ce numéro vert, 0800 11 10 35, c'est le numéro où on peut s'informer sur l'illettrisme, quel que soit le lieu où on habite, en tout cas en métropole, parce que de là où on a soit un lien avec un centre ressources, quand on est dans une région dotée d'un centre ressources, ou quand il n'y en a pas, c'est la NLCI qui fait le relais et qui répond à ce numéro vert, ce qui fait que c'est l'occasion de pouvoir donner des premières informations, parfois anonymes d'ailleurs, selon les personnes qui nous joignent. Et les appels sont vraiment très diversifiés et on a à se mobiliser pour être opérationnel dans ces questions qui arrivent un peu tous azimuts et qui peuvent aborder vraiment des sujets très très divers. La deuxième mission, on va dire, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'animation et de l'appui technique des acteurs. Alors, des acteurs sur les territoires. Et les acteurs, alors vous avez déjà dû les évoquer depuis ce matin, parce que déjà vous en faites tous partie. Ce sont à la fois on va dire les formateurs professionnels, les intervenants bénévoles, on va dire qui sont peut-être le noyau parce que ce sont ceux qui interviennent directement sur les savoirs de base auprès des personnes. Et puis après, tout autour, bien sûr, il y a les travailleurs sociaux, les prescripteurs, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, etc. Et très très largement, tous les acteurs, qu'ils soient du côté du social, mais aussi de la culture, ça on y tient beaucoup, de l'environnement aussi économique, tout ce qui est de l'ordre de l'IAE, l'insertion par l'activité économique, et aussi les employeurs, et aussi les OPCO, qui sont là pour aider à financer les formations. Donc on a un volet d'acteurs qui peuvent être vraiment très très divers. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois sensibiliser sur les problématiques, mais aussi leur proposer des temps d'échange, des temps d'animation, des temps de retour sur les pratiques, et puis des appuis techniques quand ils viennent nous questionner sur
comment je peux m'y prendre parce que mon groupe est composé de, voilà, de telle ou telle manière. Je voudrais essayer tel nouvel outil. Est-ce que vous avez un document de fond sur tel aspect de la pédagogie? Donc voilà, tous ces moments-là sont aussi des temps où on doit être en capacité de répondre à ces sollicitations. Alors, selon les endroits où on est situé, eh bien, on peut être dans un territoire assez circonscrit ou beaucoup plus large. Je vous disais tout à l'heure qu'on reviendrait à une cartographie pour voir effectivement les zones géographiques dans lesquelles on est les uns et les autres susceptibles d'intervenir. L'appui technique, c'est aussi de l'appui conseil. Donc, il y a effectivement de l'ordre de la technique même, mais aussi du conseil, et du conseil qui peut être à la fois sur de l'ingénierie, sur du partenariat. Ça peut aller aussi dans différentes directions. Un troisième aspect, c'est tout ce qui est de l'ordre de la capitalisation de production. Production, j'ai pas mis d'ess, on pourrait en mettre, excusez-moi. Et la diffusion de ressources documentaires et pédagogiques. Voilà, ça c'est aussi un autre aspect de nos travaux. Ça veut dire qu'on se dote pour ça d'outils qui peuvent être un site internet, une newsletter, des façons d'envoyer des informations à des partenaires, de diffuser des ressources et puis de voir comment petit à petit elles peuvent vivre et comment on les fait aussi s'enrichir et évoluer. Et la dernière partie qui s'intitule Observation de l'évolution des situations d'illettrisme, c'est une thématique, enfin c'est un item très, très important et très large, parce que cette observation, c'est à la fois voir peut-être les évolutions qui existent autour des situations, autour aussi du vocabulaire, autour de toute la façon dont on en parle. J'ai un petit peu entendu que vous aviez questionné le mot illettrisme. Oui, je pense que c'est intéressant de l'interroger parmi d'autres vocables qu'on peut aussi utiliser, comme la littératie ou autre. Et tout ça, c'est intéressant de voir comment les choses évoluent petit à petit, en France et puis aussi à l'étranger, chez nos voisins, puisqu'on est un peu les seuls à utiliser ce mot, cette terminologie d'illettrisme. Et ça passe aussi sans doute par parfois de l'expérimentation. Alors j'y reviendrai parce que c'est un des thèmes forts au CRI Auvergne, le travail autour de l'expérimentation. Donc, tout ça pour dire qu'on est en capacité de proposer une expertise sur des questions voilà, d'apprentissage des savoirs de base, mais aussi pour tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage linguistique, qu'on s'adresse à des personnes qui ont déjà été scolarisées et qui apprennent une nouvelle langue, le français langue étrangère quand on est en France, ou des personnes qui n'ont pas été scolarisées ou tellement faiblement qu'elles ont besoin effectivement d'être accompagnées sur et la lecture et l'écriture. Elles vont découvrir l'écriture. Tout ça au service des acteurs locaux, ça c'est indispensable, on ne peut pas travailler tout seul, l'important c'est vraiment de pouvoir le partager dans un contexte local fort et qui permet justement de faire du réseau et de travailler après du partenariat. Et tout ça sur une mission qui est effectivement transversale dans des champs, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, voilà, quand on interroge le contexte du travail, de l'emploi, de la formation, de l'insertion, de la culture, l'éducation, la cohésion sociale, le champ économique au sens large, voilà, ça fait un vaste contexte dans lequel on essaie d'œuvrer et de mettre en évidence, partager cette expertise. Voilà, nous sommes des structures ancrées dans les territoires. Je pense que ça, c'est vraiment important de le dire. Les premiers CRI ont été élaborés, se sont créés vraiment avec des gens de terrain qui se sont dit c'est comme ça qu'on peut commencer à avoir des ressources et petit à petit ce réseau a évolué, mais les uns et les autres, on est vraiment au cœur des territoires dans lesquels on est inscrit et c'est vraiment important pour nous de ne pas être hors sol, voilà, mais d'être vraiment proche du terrain, se questionnant sur le terrain et accompagnant le terrain. Voilà, avec des réseaux variés, je l'ai déjà un peu évoqué, et puis la diversité des participants aujourd'hui à la journée montre
voilà, cette variété, cette diversité, elle peut faire réseau, et elle peut faire réseau entre des domaines qui se croisent parfois pas beaucoup. Alors, ça dépend bien sûr des endroits, donc je ne vais pas parler de vos territoires spécifiques, je ne les connais pas assez, mais on sait parfois, en tout cas nous, on a vu sur des départements que cohésion sociale et culture, parfois c'était difficile de faire du lien. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut souvent s'interroger sur nos pratiques respectives. Qu'est-ce que c'est mon travail de formateur et comment je le donne à voir à d'autres, et qu'est-ce que c'est mon travail de travailleur social et comment un bibliothécaire peut le comprendre et comment un travailleur social comprend ce qu'est un bibliothécaire. Moi, je me souviens avoir fait ces échanges et voilà, quand un travailleur social nous dit bah, un bibliothécaire, hein, c'est quelqu'un qui range des livres sur des rayons. Bon, alors, je sais que depuis, on va beaucoup plus loin. Hein. Je n'entends pas la salle, mais j'imagine que ça peut faire réagir, et c'est normal, parce que c'est un peu, c'est très caricatural ce que je dis, mais il y a quelques années, ça pouvait être ça. Je pense qu'actuellement, on est beaucoup plus à la fois respectueux du travail de l'autre, et le fait de le comprendre nous permet de voir les complémentarités. Je vais y revenir, hein, mais je pense que voilà, ces réseaux-là, ils sont vraiment indispensables pour accompagner la lutte contre l'illettrisme. Si on ne travaille pas ensemble, eh bien, les gens pour qui on est censé travailler, ils n'en verront pas autant de retours et d'intérêt et de richesse. Je pense que c'est aussi de ça dont on parle. Voilà. Et puis on est aussi des structures interfaces qui offrent expertise et neutralité sur les territoires. Alors ça, je pense que c'est aussi intéressant de le dire, parce que à la fois on répond au terrain, mais on répond aussi aux institutions, aux collectivités territoriales, à des élus, à des interlocuteurs de l'État, etc. Donc on a cette interface-là, et puis celle du terrain. Et il nous est aussi pour nous important d'exprimer notre neutralité, parce que quels que soient les organismes de formation avec qui on travaille, quelles que soient les structures avec qui on travaille, on a un devoir de neutralité, et donc on ne prend pas parti, et ça n'aurait du coup pas du tout de sens de toute façon, mais à chaque fois c'est comment on accompagne au mieux les pratiques de ceux qui viennent nous rencontrer, de ceux qui viennent nous interroger, voilà, quel que soit l'endroit d'où on vient et la structure dans laquelle on est. C'est pas forcément toujours mis en avant, mais je pense que c'est aussi quelque chose d'important, parce que ça permet vraiment de bien nous situer et d'être dans des échanges relativement francs, directs, sur lesquels voilà, on est en capacité de bien travailler. Ces missions, elles s'articulent autour de politiques publiques. Alors j'en ai écrit certaines. Hein, voilà, la stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté et la précarité, on est en plein dedans actuellement. La stratégie nationale d'inclusion numérique, alors bon, on est aussi en plein dedans, puisque ces jours-ci, hier et aujourd'hui, ce sont numériques en commun, hein, une grosse manifestation nationale qui se regroupe annuellement pour travailler ces questions-là. Et c'est important d'aller porter cette question de l'illettrisme, la problématique de l'accès aux savoirs de base sur ce champ. Il ne suffit pas de parler d'électronisme, enfin voilà, on peut aller bien plus loin et autrement surtout. La mise en œuvre du PIC, le programme d'investissement sur les compétences, puis son volet régional, voilà, quand il existe le pacte, plus anciennement la réforme de la formation professionnelle en gros, et puis la loi asile et immigration notamment. Alors après, spécifiquement, régionalement, départementalement, il y a aussi des choses dans lesquelles les uns et les autres sont inscrits, hein, un programme départemental d'insertion, etc. Mais là, ça va au-delà des politiques publiques, on va dire plus nationales. Un petit zoom, je vous parlais de cartographie, un petit zoom sur actuellement ou avant, comment on est positionné. Le regroupement des grandes régions a pu être problématique pour certains d'entre nous. Parce qu'il y a des cris qui ont disparu, on va le dire comme ça. Hein. Il y a des cris qui ont été obligés de se regrouper. Il y a eu des organisations qui ont été un peu difficiles. Et cette cartographie, qui date déjà de 2018, elle montre juste, et je pense que c'est intéressant,
de voir que entre les territoires non couverts par une structure, qui sont en blanc, et ceux qui sont en beige très très clair, c'est-à-dire où il y a des structures qui ne sont pas criées, mais qui peuvent à un moment donné être identifiées. Je pense à Strasbourg notamment, je pense au nord aussi, où on voit un petit peu de beige, et puis les Pays de Loire, sur la Bretagne, pas forcément en tout cas, il y a encore des territoires sur lesquels il n'y a pas de cri. Et puis, il y a ceux qui étaient régionaux mais sont devenus interdépartementaux. Alors l'Auvergne par exemple, voilà, on était régional, on s'est accroché à Rhône-Alpes pour faire une grande région, et les collègues de Midi-Pyrénées, voilà, qui sont juste en dessous, qui ont rejoint l'Occitanie et qui restent effectivement interdépartemental, donc voilà, ressources et territoires et interdépartemental. On a aussi des zones où là on a des CRI départementaux, donc dans chaque département. J'ai oublié, en interdépartemental, il y a aussi 3 départements de Rhône-Alpes qui sont portés par la même association qui s'appelle l'AFI, donc l'Ain, le Rhône et la Loire, c'est ceux qui sont en vert très foncé. Voilà, ils sont interdépartementaux mais ne représentent pas une ancienne région. Vous voyez, ces découpages sont un peu compliqués, mais ça, c'est l'histoire, hein, c'est la façon dont les choses évoluent. Et bien sûr, dans le blanc, ce que j'ai oublié, c'est aussi les dom-toms, puisqu'il y a des territoires où il n'y a absolument pas de cri. Il y a des tentatives, donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Et la journée d'aujourd'hui, chez vous, ben voilà, c'est vraiment l'occasion de cette mobilisation. Et nous, dans le réseau des cris, on en est vraiment très, très, très heureux. On l'a déjà partagé, hein, je peux le dire aussi comme ça. Et actuellement, ben voilà un peu à quoi ressemble la carte de France avec les cris positionnés. Un cri qui est un cri, celui de Nouvelle-Aquitaine. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on a un cri central qui est situé à Bordeaux et qui a 2 antennes, une à Poitiers-Niort et une dans le Limousin. Et puis voilà, en Occitanie, on a une partie CRI à Toulouse, qui fait tout l'ancien Midi-Pyrénées, et puis des CRI départementaux sur chaque département de l'ancien Languedoc-Roussillon. Un CRI départemental, un CRI régional pardon, en PACA, un CRI régional en Île-de-France, un CRI qui a 2 antennes régionales en Normandie, et puis voilà, sinon des CRI départementaux ou interdépartementaux. Voilà actuellement comment on se situe. Donc j'espère qu'à côté du 54 et du 55, très bientôt, on verra les Ardennes venir compléter cette carte. Voilà. Un petit zoom sur la couverture territoriale en Auvergne-Rhône-Alpes, juste pour vous dire un petit peu comment on a commencé à travailler. Enfin, maintenant, on fait plus que commencer. On travaille régulièrement, bien sûr, ensemble. À 8 CRI, 7 sur Rhône-Alpes et le nôtre, le 8e sur l'Auvergne. On continue à dire l'Auvergne, hein, ces 4 départements-là. Un site internet qui réunit effectivement l'ensemble des CRI, même si le CRI de l'Isère à Grenoble et le CRI Auvergne ici à Clermont, on a nous-mêmes nos propres sites internet. Mais on participe bien sûr à ce site régional qui a des entrées très spécifiques, qui est notamment des entrées sur tous les CRI, vous le voyez en bas à gauche, hein. Donc on peut relier, on peut rejoindre le CRI de son département une fois qu'on ouvre. Alors là, c'est une copie d'écran, donc je ne vais pas l'ouvrir, mais en tout cas, vous allez sur parlera.fr et vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble si ça vous intéresse. Donc, une partie CRI, une partie autour de langue française, littératie et tout ce qui est de l'ordre de l'actualité, nos actualités dans tous les départements. Des ressources pour accompagner une personne. Alors là, il y a des fiches, il y a des vidéos, il y a pas mal de ressources qui sont proposées pour pouvoir, de là où on est, accompagner les publics avec lesquels on travaille ou avec qui on est en lien. Et alors, quelque chose qui nous est
qui nous est propre et sur lequel on est très mobilisé, c'est une cartographie pour aider les personnes à trouver une formation au plus près de chez vous. Ça s'appelle comme ça, et trouver aussi un centre d'examen près de chez vous. Et voilà, alors là aussi c'est des copies d'écran, hein, mais voilà comment on peut s'y retrouver. On arrive sur une page qui s'appelle « Trouver une formation linguistique ou une remise à niveau ». Alors elle est un peu coupée, hein, ma feuille, parce que je voulais mettre deux choses sur la même page, mais on choisit un lieu. Alors là vous n'avez pas tous les départements, mais il y en a certains. On choisit un lieu, donc certains départements qui nous intéressent. On va choisir des critères, plutôt sur l'autonomie de la personne ou l'emploi et l'entrée en formation professionnelle, une entrée linguistique, etc. Il y a même d'autres entrées qui découlent. On clique sur les items qui nous correspondent et il y a une carte, alors c'est la deuxième partie de ma diapo, qui s'affiche, et donc avec des actions géolocalisées. Donc là, vous avez un bout du département de l'Allier et celui du Puy-de-Dôme en dessous. Là où il y a beaucoup de verts et de verts foncés, c'est Clermont-Ferrand, ce qui est normal. C'est là où il y a le plus de choses, parce qu'il y a le plus de monde. Mais il y a plein d'autres villes, voire petites villes, où il peut se passer des actions. Et donc, quand on clique sur ces repères, eh bien, on a accès aux coordonnées de l'organisme qui intervient, et surtout on a une fiche qui se déploie et qui permet de voir les objectifs à quoi répond l'action, les dates, comment on peut contacter la personne, il y a une adresse mail, un téléphone. C'est très difficile à rendre, à actualiser, parce que y a des dates qui changent, il y a des choses qui évoluent, il y a des commandes de l'action publique qui évoluent aussi. Donc il y a les actions de l'OFII, les actions de Pôle emploi, les actions les ASL, etc. Enfin, donc c'est une cartographie qui est relativement complexe à actualiser, mais on sait qu'elle rend service, et du coup on est tous les CRI de Auvergne-Rhône-Alpes assez mobilisés pour pouvoir la rendre opérationnelle du mieux qu'on peut, et voilà. Je pensais important de le partager avec vous. Tous les CRI ne le font pas, et c'est pas forcément un modèle, c'est que c'est quelque chose qui s'est développé au sein de cette région, qui nous paraît nous intéressant en étant plusieurs de pouvoir l'actualiser, et ça fait partie des travaux qu'on mène ensemble. Voilà, donc on est chacun sur nos territoires, mais on réunit nos compétences et ce qu'on sait de ce qui se passe sur ce support-là. Voilà. Eh bien, on arrive au CRI Auvergne. Et alors, pour faire une petite, pour que j'arrête de parler, pour faire un petit temps, il était question qu'on puisse lancer une vidéo qu'on a réalisée il y a déjà quelques temps maintenant sur le travail du CRI. Ce sera pour moi du coup l'occasion de vous parler un tout petit peu plus du CRI Auvergne, du travail qu'on a mené avec des travailleurs sociaux et des bibliothécaires. Voilà, donc si c'est possible de pouvoir l'envoyer, ça s'appelle Mot de passe 63, et ça se passe à Thiers, la capitale de la coutellerie, au sud-est de Clermont-Ferrand. Lecture, c'était un peu difficile. Moi, je ne vois pas, mais peut-être que vous voyez. J'étais seule à la maison, donc, et je me suis dit moi-même, ça serait bien d'aller à cette formation pour pouvoir retrouver du travail, avancer, évoluer. On peut apprendre et se former tout au long de la vie, notamment pour maîtriser les savoirs de base. Et si l'on peut le faire près de chez soi, c'est encore mieux. Dans le maillage de nos territoires, les médiathèques se révèlent ainsi comme des lieux d'accueil à la bonne échelle. Proches, attirantes et accueillantes à de nouveaux usagers. Il se passe quelque chose ou pas. Pour peu que les équipes ou personnels, c'est bon, Daniel, des secteurs de la culture et du social décident d'y travailler ensemble en partenariat. Ainsi est né le projet Mot de passe 63 qui se poursuit à Thiers. Le point de départ, c'était effectivement ces questionnaires qu'on avait donnés à des bénéficiaires du RSA, et 20% avaient déclaré avoir de grandes difficultés dans la maîtrise de l'écrit.
Mot de passe 63, c'est une action qui était à la base initiée par les services sociaux du département dans le cadre du plan départemental d'insertion. Et il y a eu une idée, effectivement, assez originale, de proposer que ces ateliers de lutte contre l'illettrisme et d'acquisition des savoirs de base n'aient pas lieu classiquement dans des salles de formation ou des lieux institutionnels, mais dans des médiathèques. Et on a tout de suite trouvé ce projet très intéressant parce que c'était une manière, effectivement, concrète de promouvoir la médiathèque comme un lieu ouvert à tous. Ce que le CRI essayait de porter, en fait, c'est l'idée qu'on peut rejoindre la formation et les pratiques culturelles. Changer aussi l'idée qu'on se fait peut-être de la problématique de l'illettrisme, c'est-à-dire la façon dont on peut accompagner les publics, bien sûr sur les savoirs de base, puisque c'est là où il y a des besoins, mais pas uniquement de manière pédagogique, sans doute aussi à travers des pratiques culturelles. Une personne qui a vraiment des difficultés de lecture passe devant la médiathèque en se disant rien, même probablement pas concernée. Voilà. Donc là, le fait que la formation soit sur place, et que les personnes traversent la salle de lecture en allant dans la salle dans laquelle elles travaillent, ça familiarise petit à petit. Et nous, en tant que bibliothécaires, enfin moi en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'avoir affaire à un public qui justement n'est pas du tout spontanément le nôtre. Il y avait une confiance nécessaire au départ et qui était réciproque, et des a priori à lever et qui étaient réciproques aussi, aussi bien des a priori à lever pour ces apprenants qui avaient des difficultés à pousser la porte d'une médiathèque, que des a priori pour nous personnels qui ne connaissions pas ce public et qui ne savions pas comment les accueillir. Ça permet à ces personnes de s'ouvrir au livre et ça permet de dédramatiser ce lieu. Parce qu'on est persuadé, quand on ne sait pas ou quand on sait mal, on est souvent persuadé qu'on n'est pas capable d'apprendre et qu'une fois passé l'étape de l'école, eh ben c'est fini. On ne peut plus accéder au savoir, ce qui est totalement faux. On peut apprendre à tous âges, on peut apprendre dans toutes conditions. Donc cette action en fait vraiment la démonstration. L'idée, ça a été beaucoup de travailler sur la représentation que pouvait avoir chacun du métier de l'autre. Pour un travailleur social, qu'est-ce que c'est un bibliothécaire et vice-versa. Ça a été intéressant de voir que, en fait, ces métiers peuvent être complémentaires à partir du moment où on les connaît mieux. Ça permet donc aux bibliothécaires de voir un public qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, de répondre à des besoins qu'ils connaissent assez peu. Et ça permet aux travailleurs sociaux d'avoir d'autres types de leviers pour accompagner un public que les leviers très classiques, très institutionnels, et d'avoir une autre approche avec ce public-là. Il y a aussi effectivement, en ce qui concerne la problématique illettrée, toujours un aspect un peu de honte. C'est vrai qu'on a du mal, on ne va pas formuler le fait qu'on est en difficulté par rapport à cette non-maîtrise, on va dire, de l'écrit ou de la lecture. Donc ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir amener la personne à exprimer ce besoin. Mon boulot, en gros, sur cette action, c'est de mobiliser les publics. En gros, on répond à 3 questions. C'est pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais y faire, comment j'y vais, et quelle motivation, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie d'y aller. La formation est basée sur des gestes quotidiens de la vie courante. Il faut apporter du sens à la formation. Et donc on est plutôt sur du concret. Ça peut être le permis de conduire, ça peut être travailler, ça peut être remplir les formulaires, classer mes papiers, ça peut être simplement lire pour certains. Et puis il a fallu expliquer qu'est-ce qu'ils allaient y faire concrètement, comment ça se passe, une séance, rassurer que ce n'est pas l'école, on n'est pas à l'école. Personne n'est jugé sur ses apprentissages, on n'est pas là pour juger, on est là pour progresser. C'est pas mon assistant social, elle m'a dit il y a une formation à la médiathèque, est-ce que tu es d'accord pour y aller? Ben, j'ai dit oui, ça va me sortir de chez moi. Beaucoup d'écriture, je faisais beaucoup de fautes, donc qui m'a permis de justement maintenant de moins d'en faire. On travaille donc sur l'acquisition de savoir en communication orale écrite, en mathématiques et aussi pour les nouvelles technologies. Il fallait vraiment apporter de la valeur ajoutée culturelle par rapport au choix de ce lieu-là. Déjà, la proximité des livres était très importante. Très rapidement, les différents bénéficiaires ont eu une carte de bibliothèque et on les a incités à emprunter aussi. Ces personnes prennent du plaisir maintenant à lire un livre. On les voit un petit peu se balader dans les rayons et choisir elles-mêmes leur livre. Ça m'a changé, c'est déjà de sortir de chez moi, parce que je ne sortais jamais.
Après, ça m'a sorti aussi à faire des démarches. J'ai fait mon CV, ma lettre de motivation, justement, c'est ce qui m'a permis de faire ça, pour pouvoir retravailler à la suite. Ça nous a permis de voir que ce type d'action était tout à fait intéressante, réalisable, faisable, avait des résultats très intéressants. Et ça nous donne des idées pour développer d'autres petites actions sur le territoire avec d'autres réseaux, d'autres médiathèques. C'est quelque chose qu'on peut aller porter dans un musée, dans une salle d'exposition, dans des tas d'autres lieux qui peuvent eux aussi être des lieux ressources. Je faisais du français, des maths, la logique. Et maintenant, j'ai un bon niveau, quoi. Même moi, je suis étonnée. Je suis étonnée d'avoir fait tout ce parcours depuis. C'est que j'ai beaucoup avancé depuis. Mais moi, je suis fière de tout ce que j'ai fait. Daniel, le petit film est terminé. Je ne sais pas si tu souhaites souligner certaines choses. Comme je ne l'ai pas vu, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Comme je ne l'ai pas vu en même temps que vous, voilà, j'ai pas entendu de réaction dans la salle, donc c'est un petit peu difficile de faire un retour parce que c'est mieux quand on le voit en même temps, quoi. Donc, bon, sinon je le connais par cœur, forcément. Donc, je sais pas. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que on a eu la chance d'avoir quelques moyens pour pouvoir enregistrer, filmer tous ces participants. Et du coup, c'est bien qu'on ait pu garder ce témoignage parce que c'est rare, quand on parlait tout à l'heure de capitaliser des productions, ben voilà, c'est par exemple ce genre de choses qui peut être intéressant de faire. Alors ça peut être de l'écrit, c'est pas, enfin, le modèle, c'est pas forcément une vidéo, hein, mais capitaliser du temps comme ça où les gens ont travaillé sur du partenariat, expliquent comment c'était un peu avant et qu'est-ce qui a pu changer, et puis surtout avoir des témoignages d'apprenants. Bon, c'est toujours quelque chose qui est important. Vous l'avez eu ce matin, je crois, hein, donc vous le savez d'autant plus. Et donc, voilà, c'est ce que je peux rajouter, sauf si tu as des questions ou si tu veux souligner ou critiquer quelque chose, il n'y a pas de problème, hein, je veux bien aussi interagir. Je vais m'adresser à la salle. Alors c'est toujours délicat hein, d'être en fin de journée, hein, parce que la journée a été dense quand même. Oui, puis bon, j'ai été un peu, je me suis rendu compte, j'allais peut-être un peu vite, je sais pas, il faut pas hésiter à me le dire, hein, parce que comme j'ai aucun retour, je me rends pas compte, quoi, donc... Non, c'était bon. très bien. Bon. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, donc je vais formuler la question. Non, mais attends, il y a le micro. Si tu peux tu peux reprendre le micro. C'est pour l'enregistrement. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi dans tout le haut de la France, il n'y a pas de cri, justement? Ah, alors je pensais à des questions plutôt sur la vidéo, parce qu'en fait, on va prendre des questions à la fin, mais pourquoi alors je suis pas très bien placée pour le dire, parce que c'est pas de notre fait, quoi. Il faut que les politiques publiques, il faut qu'il y ait une mobilisation pour que ça puisse se mettre en œuvre. Et vous avez un chargé de mission régionale sur votre région qui va pouvoir intervenir aussi pour appuyer la démarche dans laquelle vous êtes vous. Et alors, vous avez raison de souligner cette question parce que on est dans des territoires où le taux d'illettrisme est important. Donc, c'est un peu paradoxal, on va dire, hein, que les régions où la problématique se pose on va dire peut-être plus cruellement, ne soient pas dotés d'outils qui ne résolvent pas eux tout seuls la solution, mais qui peuvent en tout cas accompagner ceux qui interviennent auprès du public. Donc c'est une excellente question. Mais malheureusement, je n'ai pas les bons éléments, je suis mal placée pour pouvoir répondre.
Bon, après, là-dessus, pour juste compléter un petit peu, c'est comme le disait Daniel Asper, les centres ressources illettrisme sont nés d'initiatives territoriales aussi, et donc se répartissent de façon très très variable et hétérogène sur le territoire, avec des portages tout à fait différents. Et donc certains développent certaines missions, certains tempéraments en fonction aussi des politiques publiques dans lesquelles ils s'inscrivent et d'autres pas. À titre d'exemple, mais c'est peut-être un peu, tu voulais peut-être conclure là-dessus après, hein, c'est pour ça, donc je vais te passer le relais d'ailleurs là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des centres ressources illettrisme qui en fait, dont la structure porteuse, comme celui d'Île-de-France, est l'académie et qui est financée à 80% par la région. Il y en a d'autres qui ont d'autres sources de financement et il y a des territoires comme effectivement le nôtre où on n'a pas de structure de coordination départementale, non plus régionale. Donc c'est vrai que la bonne nouvelle d'un chargé de mission à NLCI qui va aussi œuvrer et puis aider à structurer tout ça, mais c'est un chantier de longue haleine. Et puis il y a plein de formes différentes aussi pour agir, quoi. Voilà. Oui, donc, tout à fait, bien sûr. Je te laisse reprendre la parole pour terminer ta présentation. Bien, mais je veux bien encourager les questions à l'issue. Hein. Je vais essayer Oui, 24, on a encore un petit peu de temps, mais je suis à la fin. Là, c'était effectivement pour pouvoir préciser peut-être de notre place à nous, là où on est... Là où on se situe, on a quelques spécificités. Bon, on a un site internet, ce qui est le cas de beaucoup de CRI, mais pas forcément de toutes. Une lettre d'information, une newsletter qui s'appelle le presse-papier. Voilà, je vous ai mis une petite copie d'écran aussi. Un espace partagé en ligne qu'on partage avec des bénévoles, des groupes de travail, pour pouvoir avoir justement cette interaction, alors bien sûr physiquement, mais aussi au téléphone et bien sûr par mail ou en visio et du coup en ligne avec des outils qui sont effectivement maintenant en ligne. Alors, le confinement a été sans doute un moment qui a accéléré ces outils-là, mais nous, des visioconférences, on en faisait depuis une dizaine d'années. C'est pas quelque chose qui nous a dérouté quand le Covid est arrivé, ou là, dites comme vous voulez, est arrivé parce que c'est déjà des éléments qu'on prenait en compte dans nos pratiques. Un réseau national de centres ressources, on ne peut pas se réunir très souvent. D'abord, on n'en a pas les moyens, puis il y a des distances qui sont plus ou moins longues. Donc, les moments de visio sont pour nous des moments importants, ce qui ne nous empêche pas de nous retrouver aussi malgré tout. Mais donc, voilà, les liens qu'on tisse sur nos territoires, ils sont bien sûr physiques, parce qu'on se déplace beaucoup. Moi, je vais sur les 4 départements auvergnats et c'est important d'être sur le territoire, mais on peut aussi travailler avec d'autres moyens de communication. Vous les connaissez aussi bien que moi. Ce que nous, on essaie de mettre en œuvre aussi régulièrement, ce sont des temps d'expérimentation qui permettent d'actualiser notre expertise, notamment concernant l'accompagnement des personnes. C'est-à-dire que si on s'appelle centre ressources illettrisme, mais que des personnes qui sont en train d'apprendre, des personnes qui se mobilisent sur la formation, on ne les rencontre pas et on ne travaille pas avec eux, eh bien je pense que nos compétences s'émoussent, et puis peut-être qu'on ne parle plus tout à fait des mêmes choses. Donc, nous, on poursuit des expérimentations. Ça veut dire que, par exemple, quand on a beaucoup travaillé sur le numérique il y a quelques années, on a eu un camion multimédia qui s'appelait la Souris Verte. Ça, c'était c'était pendant l'informatique, avant le numérique, il y a déjà presque une vingtaine d'années. Donc, c'est des choses qu'on a déjà expérimentées, notamment au milieu rural, d'où Souris Verte. Et puis, ça a été l'occasion de se dire comment on accompagne à l'écriture avec un stylo ou l'écriture avec un clavier, comment on accompagne des personnes qui sont en difficulté sur les savoirs de base ou sur l'apprentissage de la langue, puisqu'on élargit effectivement nos compétences. Je reviendrai juste à la fin.
Donc, c'est en allant rencontrer des gens, c'est en nous-mêmes, en expérimentant de l'accompagnement, en posant des hypothèses, en se disant comment on peut s'y prendre. On a formalisé des pratiques, on a appelé ça, nous, café numérique enrichi, et on a travaillé sur toute une phase d'accueil, d'accompagnement, d'écoute, d'orientation qui permettent à la fois de diagnostiquer, mais surtout de permettre à la personne de se rendre compte tout de suite qu'elle est en capacité de savoir des choses. Nous, ça nous intéresse de mettre en avant ce que les gens savent avant de vouloir à tout prix voir ce qu'ils ne savent pas. Eux, ils le savent, ils peuvent nous le dire, mais souvent, ils ne sont pas forcément sûrs de compétences qu'ils portent, et ils emportent quelqu'un qui a ça dans les mains. Il sait forcément que se débrouiller avec des pans du numérique. Et ce qu'il connaît, c'est pas forcément ce que moi je connais. Le numérique rebat les cartes, c'est-à-dire qu'on sait tous des choses, on sait pas forcément les mêmes, et il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui savent pas. Il y a des gens qui savent, ils savent pas forcément les mêmes choses, et il va falloir composer avec ça, d'où l'évolution du métier de formateur. C'est quelque chose qui est extrêmement sensible. On le dit pour les bibliothécaires, mais pour le métier de formateur, ça l'est aussi extrêmement. Tous les métiers sont touchés, mais quand on parle d'accompagner sur l'apprentissage, là, tout d'un coup, ça devient complexe, parce qu'on pourrait dire les apprenants, ils ont accès à tout. Alors, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment très, très intéressant. Donc, l'expérimentation, voilà, sur le numérique, sur les pratiques culturelles. Alors, voilà, nous, c'est aussi le cœur de nos échanges, de nos réflexions, comment l'accès à la lecture change la vie des gens. Voilà, je veux dire, aussi ramassé que ça, aussi synthétique que ça, mais c'est quand même beaucoup ça. Donc, c'est le lien entre les formateurs et les bibliothécaires. Pour nous, ça a été vraiment quelque chose d'évident à travailler, à réfléchir, et on y voit toute la richesse de l'accompagnement, et le fait de se dire qu'apprendre à lire, réapprendre à lire, à mieux écrire, ça peut être pour remplir un document administratif, mais c'est aussi pour y trouver du plaisir, de l'intérêt, d'y amener aussi sa propre personne, de pouvoir partager des émotions, de pouvoir, voilà, on est dans un cadre qui va au-delà de l'écriture, on va dire, administrative, ou de l'écriture du quotidien, qui est indispensable. Je ne remets pas du tout ça en question. C'est que j'essaie juste de l'élargir pour que voilà, on aille au-delà, et que tout ce que nous, lettrés, nous aimons dans la littérature, dans l'écriture, dans ces rapports-là autour de l'information, de ce qu'on lit, de ce qu'on a envie d'écrire, de la poésie, etc., ça soit aussi possible pour tous les publics, voilà. Donc, oui, essentiel. Excuse-moi de te couper. Oui, c'est le côté essentiel, hein, du lien entre la culture et puis le lien intime que les personnes peuvent construire là-dessus avec la langue pour se remettre en confiance, etc. Je suis désolé de te couper, mais ma chère Danielle, si tu as quelques mots, parce que la fin est arrivée presque. Donc, ah oui, 30, oui. J'avais pas vu l'heure. Alors, juste pour aller très vite. Bon, j'ai parlé de la décentralisation, je n'y reviens pas. C'était juste pour dire que ce réseau de CRI, il se réunit aussi pour réfléchir au niveau national. Parce qu'on travaille sur nos territoires, on voit des choses, mais on s'enrichit aussi de l'ensemble du réseau, donc du réseau national des professionnels et des centres ressources illettriste, et on répond à des appels à projets au national. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Jean-Rémy, sur notamment le projet La bibliothèque, c'est pour tous. On a eu aussi l'occasion d'échanger sur les défricheurs, comment susciter le plaisir de lire. Et puis, on a une plateforme en ligne autour de accompagner un apprentissage partagé et réussi du français qui s'appelle Doc en Stock. On travaille sur l'accompagnement des plateformes territoriales d'accueil, d'orientation, voilà, sur les savoirs de base et la linguistique. Je voulais juste finir sur le fait qu'il y a le niveau local,
qui est indispensable, et la façon ensuite dont ce réseau s'enrichit de toute cette diversité pour répondre à des ambitions nationales qui nous permettent d'échanger sur nos pratiques à nous et de les enrichir, de pouvoir proposer des projets qui nous mobilisent et qui, j'espère, amènent quelques réponses aux acteurs de terrain. Voilà, je vais conclure comme ça. Merci beaucoup, Danielle. Je vous remercie beaucoup. Je me retourne encore vers la salle, mais j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de questions ou de remarques. En tout cas, nous sommes tous restés pour t'écouter. Hein. Il n'y a pas eu de... Parce que comme tu ne nous vois pas, je te le confirme. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et cette présentation de ce que c'est qu'un centre ressources illettrisme. C'est vrai qu'ici, tu l'as évoqué, il y a le numéro vert de la NLCI qui, dans beaucoup d'endroits, du coup, sonne et où il y a une réponse. Et c'est vrai que pour les Ardennes, hélas, mais ce n'est pas le seul département, vous l'avez vu sur la carte. Pour le moment, il n'y a personne derrière. Mais c'est des choses à structurer aussi. Et puis, il y a beaucoup de choses à travailler. Mais cette journée est aussi, confirme une dynamique qui s'est construite grâce au plan pauvreté, à l'investissement de chacun, avec l'aide aussi, tu reprenais l'exemple de la bibliothèque C'est pour tous, c'est en partenariat avec la NLCI, avec les centres ressources illettrisme, avec l'Association des bibliothécaires de France. C'est un petit document que vous pouvez télécharger, mettre des affichettes dans tous les lieux où vous êtes sensible, où vous avez envie aussi de promouvoir la lecture, l'entrée dans l'écriture et puis le fait d'utiliser les bibliothèques comme des lieux de ressources aussi.